Bien, ben finalement, je suis très contente d'avoir été chargée de cette première partie, bon, c'est-à-dire vous résumer en quelques dizaines de minutes un contexte multimillénaire, bon, avec sa géographie et ses points forts donc culturels. Nous partons en Mésopotamie, comme son nom l'indique, donc cette vaste région prise entre ces deux fleuves que sont l'Euphrate et le Tigre, avec deux débouchés supplémentaires sur la mer. D'un côté, la mer Méditerranée et de l'autre côté, le golfe Persique. Voilà, donc dès l'aube du 8e millénaire, un investissement des territoires et petit à petit qui vont se transformer en culture, puis en civilisation, où vont se succéder des peuples tels que les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, et j'en passe évidemment beaucoup. Bon, une terre où on va voir donc émerger le principe de la civilisation, c'est-à-dire une société organisée qui va se développer à partir donc de villages, puis surtout de villes. Ça veut dire qu'il va y avoir une hiérarchisation. Nous en savons beaucoup, grâce bien sûr aux textes. Ils ont écrit et il faut les en remercier. Et tout cela complété, parfois contredit par toutes les découvertes archéologiques que l'on fait. Je vous demanderai de bien noter deux villes essentielles pour notre parcours. La ville d'Uruk, puisque c'est la ville dont Gilgamesh va être le roi, et beaucoup plus en haut, donc sur les bords du Tigre, la ville de Ninive, puisque c'est de cette ville que proviennent la majorité des archives, même si on en a trouvé évidemment dans d'autres régions. Regardez la cité d'Ebla, la cité de Kish, de Lagash, etc. Voilà donc cette vaste zone géographique où vont émerger donc très tranquillement, très lentement donc ces cultures destinées à devenir des civilisations qui vont marquer jusqu'à notre époque. Slide s'il vous plaît, merci. J'ai choisi de vous illustrer donc la géographie de la région. Nous avons donc ici une vue du Tigre, mais Tigre et Euphrate sont absolument indissociables. Ce sont les deux colonnes vertébrales sur lesquelles vont s'articuler ces multiples civilisations au fil des millénaires. Je précise que le Tigre et que l'Euphrate sont des fleuves froids. Ce qui veut dire que lorsque peu à peu on inventera l'écriture, on n'aura pas du tout la même conception que feront les Égyptiens de l'autre côté. Voilà deux foyers qui vont naître à peu près simultanément. Les Égyptiens, eux, choisiront plutôt de travailler sur le papyrus parce que le fleuve est chaud, ce que ne pourront pas faire donc nos Mésopotamiens, qui vont en revanche, eux, exploiter à foison un matériau formidable. Ils marchent dessus, c'est l'argile. Naissance donc de la civilisation entre ces deux fleuves. Dès le 8e millénaire, on va assister à une transformation climatique qui va conduire l'homme à passer d'un système de prédation à un système de production. Petit à petit, on ne court plus derrière le gibier, on se pose. En se posant, on transforme la nature. C'est la naissance donc de la domestication des plantes. Et puis, on ne courra plus donc derrière le gibier, comme je vous le disais. On va avoir la bonne idée de le capturer vivant. Il se reproduit en captivité, il se transforme. C'est la domestication. On se met donc à produire et produire plus qu'il n'est nécessaire. Alors déjà, je viens de vous le dire, nous sommes sur les bords du fleuve, nous marchons sur ce matériau formidable qu'est l'argile. L'argile qui est une roche, bien mouillée, elle est molle, mais ensuite elle sèche. Donc il est évident qu'ils vont en profiter. La première des choses qu'on va faire avec l'argile, ce sont des récipients qui vont permettre
eh bien, de conserver toute la production que l'on est en train d'accumuler. Nous ferons ensuite des briques, et ce sera la naissance donc des premiers villages qui, une fois structurés, vont se hiérarchiser et se transformer en villes. On va voir naître des temples, on va voir naître des palais, des entrepôts, et puis la dernière des choses que l'on va pouvoir faire avec l'argile, oh, bien sûr, on va pouvoir faire des petites statuettes, parce qu'il va falloir commencer à honorer les dieux, hein, mais surtout, on va réaliser qu'on a besoin d'une mémoire supplémentaire que la nôtre propre, et il va falloir donc inventer un palliatif donc à cette mémoire suivante, s'il vous plaît. Voilà, il va falloir donc inventer une mémoire supplémentaire. Je vous raconte très brièvement le processus. Nous avons des sociétés qui produisent plus qu'il n'en faut. Que va-t-on faire du surplus? Évidemment, on va le vendre. Maintenant, il va falloir en garder la mémoire. Déjà, la mémoire du nombre de ce que nous voulons vendre. Vous avez à vendre des sacs de blé, des sacs d'orge. Vous avez à vendre, que sais-je, des carottes, des moutons, puisque ça y est, la domestication est effectuée. Bah, comptez. Alors, bien sûr, on va compter sur ses doigts, mais plus de 10. On va compter sur ses orteils, éventuellement, plus de 20. Ce n'est plus suffisant, c'est tout bête. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre des cailloux et on va compléter nos doigts avec des cailloux. Voilà. Et c'est ainsi que le mot caillou va nous donner notre mot calcul. Nous avons réglé le problème de la comptabilité. Nous n'avons pas réglé le problème du produit, de la nature du produit. Il va donc falloir trouver des signes qui symbolisent brièvement le produit. Une petite paire de cornes si vous vendez une vache, un petit épi de blé si vous vendez justement un sac de blé. Alors ce que vous avez là, c'est ce premier système de comptabilité, des petits cailloux que l'on va mettre évidemment dans une bulle d'argile, puisque ce matériau nous est généreusement fourni. On met ces petits cailloux, on fait une bulle et on retrace des petits signes de manière à limiter la fraude. C'est donc pour ces raisons-là que vont être inventés en même temps le calcul et l'écriture. Oui, je suis absolument navré. On n'a pas inventé l'écriture pour d'emblée raconter l'histoire de Gilgamesh. La première écriture, c'est pas fait pour des histoires d'amour, pour des belles épopées. La première raison de l'invention de l'écriture, c'est pour faire des tickets de caisse. La suivante, s'il vous plaît. Alors, c'est bien compliqué de faire des bulles, de mettre des petits cailloux. Au bout d'un moment, on se dit, utilisons directement la matière et gravons ou imprimons dessus. Et là, vous avez donc les premiers pictogrammes. Voilà, cette écriture où l'on va donc retrouver l'épi de blé, différents éléments qui vous permettent la définition donc des matières que l'on va vendre. Ce sont des pictogrammes, ce n'est pas encore une langue. Petit à petit, ça va évoluer vers la langue la suivante. S'il vous plaît. Voilà. Et là, nous avons le véritable cunéiforme, comme nous l'appelons, c'est-à-dire en forme de clou et en forme de coin, et le matériau privilégié, bien évidemment, l'argile. On va écrire sur l'argile. Maintenant, vous voyez comment ça s'est simplifié. C'est plus la peine de faire des petits dessins, c'est bien trop long. C'est là où, personnellement, je préfère les Mésopotamiens parce qu'ils sont beaucoup plus pratiques que les Égyptiens avec leurs petits dessins. Et on va bêtement, avec ce qu'on appelle un calame, imprimer dans l'argile différents signes qui vont donc représenter des langues différentes. C'est là où on voit que le monde mésopotamien est un monde extrêmement ouvert, parce que c'est une écriture commune, le cunéiforme, mais ça va transcrire des langues différentes, puisque vous avez des peuples qui vont se succéder, qui vont cohabiter, les Sumériens, les Akkadiens, les Babyloniens, les Ourites, que sais-je. Et en cunéiforme, vous aurez donc des langues différentes. Et l'épopée donc de Gilgamesh sera écrite dans des langues différentes. Vous aurez un fond antique qui viendra du sumérien et puis qui, petit à petit, sera complété dans d'autres langues.
et même traduit. Voilà. Donc ici, c'est une tablette donc, qui nous vient de Ninive. C'est pour ça que je voulais que vous regardiez bien la position de Ninive, où l'on a trouvé donc la bibliothèque que l'on baptise habituellement celle d'Assurbanipal, même si elle est plus ancienne que celle donc, de l'époque d'Assurbanipal, où nous sommes aux alentours du 7e siècle avant Jésus-Christ. Là, on va carrément remonter vers le 2e millénaire, puisque à Ninive, on a trouvé en akkadien 11 tablettes, et ce sont les plus fiables pour retracer l'épopée donc, de notre fameux héros Gilgamesh. Alors, je voudrais vous dire qu'on a trouvé énormément de documents, parce que l'argile a séché, l'argile a été bien conservée, on les a retrouvés dans des bibliothèques, et parfois, quelle bonne idée, les différentes cités se sont fait la guerre, et dans ces guerres, on brûlait les villes, et l'argile a cuit. Donc, de temps en temps, de gros dégâts font le bonheur des archéologues. Voilà. Donc, des milliers de documents écrits. L'archéologie de la Mésopotamie n'a rien à envier à l'archéologie donc égyptienne, où on vous dit toujours qu'ils ont énormément écrit. Mais je peux vous garantir que les Mésopotamiens, eux aussi, étaient de formidables scribouillards, si vous me permettez l'expression, mais mieux que donc des gens qui ne faisaient au démarrage que des calculs et des listes de produits. On a véritablement là une littérature qui commence à s'exprimer dès le 3e millénaire. On a des lettres d'amour, on a des poèmes, il y a bien sûr l'épopée de Gilgamesh, mais véritablement, on a une magnifique littérature. Voilà. Et la dernière chose que je voudrais préciser concernant donc, cette écriture cunéiforme, que l'on a parfaitement décodée dès la fin du 19e siècle. On a décodé l'assyrien, puis on a décodé le sumérien, etc. Quelques langues nous échappent encore, mais c'est que ce qui a sauvé aussi, et ce qui vous prouve que la Mésopotamie était un monde extrêmement ouvert, c'est que nous avons des textes bilingues, et que nous avons même des dictionnaires bilingues. Donc véritablement un monde très ouvert, ce qui vous explique que lorsque Gilgamesh va entamer son épopée, il ira évidemment un petit peu partout donc dans ce monde entre Méditerranée, Golfe Persique, Tigre et Euphrate. La suivante, s'il vous plaît. Voilà, alors là, vous avez donc cette cité, et vous voyez bien que c'est de la terre, c'est la ville d'Uruk. Donc, cité multimillénaire, mais surtout, d'après les textes, la ville dont Gilgamesh fut le roi. Les Sumériens ont commencé à lister le nom de leur roi dès le 3e millénaire, et apparaissent en effet des textes avec des noms de rois. Et Gilgamesh est cité comme roi ayant réellement vécu, avec une longévité à comparer avec celle que l'on trouve dans les textes bibliques. Je crois qu'il a régné 126 ans dans mes souvenirs, donc tout va bien pour lui. Mais donc, il aurait réellement existé. Et puis après, évidemment, la légende, l'épopée s'en empare. Il faut que Gilgamesh ne soit pas qu'un roi, mais qu'il soit évidemment, au moins pour une part, d'ascendance divine. Et c'est comme ça que peu à peu va se rédiger l'épopée donc de ce dieu héros. On peut l'appeler de diverses manières. Donc, grosse capitale que fut Uruk, sur les bords de l'Euphrate. La suivante, s'il vous plaît. Et là, je ne vais pas rester longtemps, donc à vous parler donc, de Gilgamesh, héros s'il en est, là tenant le lion. Alors, la particularité, c'est qu'en termes d'archéologie, on a très peu de portraits de Gilgamesh dont on soit sûr, donc il est le héros. Bon, Gilgamesh, ascendance divine. Gilgamesh béni des dieux.
Gilgamesh, très méchant aux origines, puisque il se croit tout permis, il n'a aucun sentiment. Et voilà pourquoi le cortège des dieux, qu'il a pourtant protégé, décide de le remettre sur le droit chemin. Et une déesse va donc construire en glaise un personnage qu'elle va laisser dans la nature, de manière à ce que, une fois devenu adulte, il puisse venir se confronter à Gilgamesh et lui donner, espère-t-on, une once d'humanité. Suivante, je fais très rapidement parce que je vous laisserai. Alors, voilà, Gilgamesh va se trouver confronté donc à cette créature de glaise qui évidemment a une morale, a un esprit, mais qui vit au milieu des animaux à son début, et puis qui va partir rencontrer le monde des hommes, s'opposer à Gilgamesh, parce que Enkidu trouve que Gilgamesh, évidemment, ne se comporte pas bien avec donc les citadins dont il est le roi. Il a notamment pris l'habitude de tester les femmes avant de les rendre à leur mari. Enkidu engage un gros combat avec Gilgamesh. Il n'y a ni vainqueur ni vaincu, mais une magnifique amitié qui se met en place. Et c'est là le premier sentiment humain que va découvrir donc Gilgamesh. Nos deux compères, désormais indissociables, décident de partir au loin sur ce que je vous disais, cette Mésopotamie, monde ouvert. Il va falloir aller combattre un géant qui s'appelle Umbaba et qui protège la forêt des cèdres. La vue que vous avez, ce sont les cèdres du Barouk, donc du côté du Liban. Donc on connaissait cette forêt de cèdres, évidemment parce que c'est un arbre réputé imputrescible. Tout le monde voulait aller récupérer donc les arbres de la forêt du Barouk. On sait que les Égyptiens avaient besoin de cèdres, etc. Il est donc tout à fait normal, dans l'épopée de Gilgamesh, de les voir partir dans cette forêt du Liban, combattre Umbaba, le tuer et faire redescendre tous ces arbres qu'ils vont abattre le long de l'Euphrate pour repartir vers Uruk. Vous voyez, là, une première aventure qui se finit très bien. Et Gilgamesh est un bel homme, ou un beau héros, ou un beau dieu, et il va attirer l'attention. Alors, la pauvre, dernière image, s'il vous plaît. La pauvre, elle n'a pas le beau rôle dans l'épopée de Gilgamesh, parce que c'est vraiment la méchante. Pourtant, Ishtar, dans d'autres contextes, est une déesse tout à fait bénéfique. Ishtar est la fille du dieu ciel Anu. Et quand elle voit Gilgamesh revenir, victorieux donc de cet épisode, tombe épouvantablement amoureuse de lui. Et j'ai bien dit épouvantablement parce qu'elle va le vouloir à tout prix, sauf qu'elle a déjà épuisé tellement d'amants que Gilgamesh va repousser ses avances. Et donc notre déesse Ishtar va demander à son père, le dieu ciel, Anu, de débrider les éléments pour pouvoir se venger de Gilgamesh. Elle lui demande donc de lâcher le taureau céleste. Alors c'est très intéressant le fait qu'on ait choisi le taureau, parce que le taureau, c'est la première divinité masculine qui ait été honorée depuis la préhistoire. Donc vous voyez, on recycle en fait toujours des choses qui nous remontent aux origines. Bien, donc le taureau céleste se déverse et déverse sa rage sur Uruk, et Enkidu et Gilgamesh vont finir par le tuer. Et la déesse Ishtar va recevoir un morceau donc, de ce taureau céleste, évidemment. Elle est dans tous ses états et va demander, alors il y aura
une réunion de dieux pour savoir comment faire, faut-il les punir. Ils ont tué le taureau céleste, ils ont offensé les dieux, et l'on décide que ce n'est pas Gilgamesh qui doit mourir, mais Enkidu. Et Enkidu meurt, et Gilgamesh découvre une autre parcelle de son humanité. Il avait découvert l'amour, c'est-à-dire l'amitié avec Enkidu. Il découvre la peine, la tristesse et surtout le fait que l'on soit mortel. Il partira donc à la recherche de l'immortalité, voilà, et il découvrira à la fin de son trajet, eh bien, sa vocation d'homme. L'homme est mortel. Je n'ai jamais fait aussi vite. Voilà. Mais j'espère que je suis dans les temps.